Chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Festivi, qui est avocat de formation et sur le plan professionnel, mais qui s'est reconverti en historien et qui vient de publier Les trahisons des gauches espagnoles, du républicanisme au totalitarisme, pour la vérité historique contre les lois mémorielles, un ouvrage publié aux éditions du Alpha. Alors, avant d'en venir à la question qu'il évoque dans cet ouvrage, c'est-à-dire l'histoire de la Seconde République espagnole et son naufrage entre 1931 et 1936, je voudrais vous dire également quelques mots du livre de Pio Moa qui vient d'être traduit en français, Les mythes de la guerre d'Espagne, 1936-1939, c'est aux éditions de l'Artilleur. Et Pio Moa, qui est un monument en matière d'historiographie de la guerre d'Espagne, qui a la particularité d'avoir été dans sa jeunesse un militant gauchiste, révolutionnaire, mais qui a largement viré sa cutie quand il s'est penché sur la réalité de ce passé douloureux et tragique que fut la guerre civile. Pio Moa qui prend ainsi la suite de toute une série d'historiens, Hugues Thomas dans les années 60, ensuite le travail réalisé par Arnaud Imaz, la guerre d'Espagne revisitée chez Economica dans les années 80, plus récemment également l'histoire de la guerre d'Espagne de Stanley Payne. Nous avons aujourd'hui tout ce qu'il faut en termes de matériaux publiés pour avoir une approche aussi complète que précise et puis impartiale aussi de la guerre d'Espagne, alors que le sujet pendant très longtemps a vu s'opposer des chapelles aussi fanatiques que sectaires. Donc Pio Moa, Les mythes de la guerre d'Espagne, aux éditions de l'Artilleur, je le recommande à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs. C'est une synthèse absolument remarquable sur ce conflit qui a ensanglanté l'Espagne de 1936 à 1939. Alors, venons-en maintenant à l'ouvrage de Michel Festivi, Les trahisons des gauches espagnoles, sous-titré Du républicanisme au totalitarisme, 1930-1936. Donc, nous allons couvrir là l'histoire de la Seconde République espagnole qui va apparaître en 1931. Nous allons revenir dans un instant sur les conditions de sa naissance. Il faut rappeler que l'Espagne a connu tout au long du XIXe siècle, à l'issue de l'occupation française, de l'occupation napoléonienne, un sombre XIXe siècle à beaucoup d'égards, pour ce pays qui avait connu précédemment un siècle d'or, parce que l'Espagne loupe le virage de la révolution industrielle, parce qu'elle ne trouve pas son équilibre politique, elle est divisée entre libéraux et carlistes, traditionalistes, elle est divisée ensuite entre une Espagne de grands propriétaires terriens et un prolétariat agricole extrêmement nombreux. Des mouvements révolutionnaires viennent s'inscrire, notamment anarchistes viennent s'inscrire dans tout ce contexte, et l'Espagne n'a pas trouvé tout au long du 19e donc une stabilité, un équilibre qui aurait pu la mettre dans de bonnes conditions pour affronter la modernité. Alors c'est une question évidemment qui est posée dès cette époque. On connaît la fameuse génération de 1898, ces intellectuels espagnols qui, après la perte définitive de l'Empire, s'interrogent sur ce que doivent être les destinées de leur pays. Doit-il se tourner vers la modernité progressiste telle que la connaît l'Europe industrielle? Au contraire, doit-il se tourner vers ses grandeurs passées? Toutes ces questions demeurent, font que le pays est profondément divisé. On voit s'affronter, selon l'expression consacrée, deux Espagnes, l'une tournée vers un passé glorieux, l'autre rêvant de lendemains qui chantent, et tout cela va conduire au bout du compte, dans les années 30, à la atroce guerre civile que nous savons. Mais tout d'abord,
Michel Festivi. Il faut rappeler que l'Espagne n'a pas connu l'épreuve, elle, de la Première Guerre mondiale. Ça, c'était quand même quelque chose de tout à fait positif pour le pays. Mais ensuite, au cours des années 20, l'instabilité politique est toujours au rendez-vous. Nous avons une monarchie parlementaire avec le roi Alphonse XIII, une période qui est une période de dictature, entre guillemets, du général Primo de Rivera. Dicta blanda, comme disait. Voilà, dictature, encore une fois, douce, entre guillemets, voilà. Cette Espagne, elle va se trouver confrontée en 1931 à des élections. Municipales. Des élections municipales, tout à fait, qui donnent la majorité aux partis hostiles à la monarchie. Alors c'est très controversé parce que beaucoup d'historiens disent qu'en réalité ce sont les monarchistes qui ont gagné, qui ont gagné dans les campagnes et pas dans les villes. C'est ça. Dans les villes, il apparaît que c'est les républicains qui ont gagné. Je dis il apparaît parce qu'en réalité les résultats ne seront jamais publiés. D'accord. Comme en février 36 d'ailleurs, les résultats ne seront jamais publiés. Sur les résultats des élections. Donc on ne sait pas trop finalement. Mais la monarchie prend peur et surtout le commandant de la garde civile, Sanjurjo, le général commandant de la garde civile, dit aux représentants du roi « Je vous soutiens pas, je laisse mes gardes civiles dans les casernes ». Et donc, il fait passer le message aux futurs dirigeants républicains Alcalá Zamora « Vous pouvez y aller ». Et c'est ainsi que, de manière tout à fait fortuite, la République va naître. Sans violence d'ailleurs. Oui, mais alors Sanjurjo, c'est tout à fait surprenant parce que c'est lui que nous retrouverons avec une tentative de putsch en 1932, je crois. Oui, mais comme vous le savez très bien, énormément de généraux étaient républicains en réalité, en tout cas n'étaient pas foncièrement contre la République, à partir du moment où elle assurait l'ordre, et donc ils ont commencé à devenir contre les institutions républicaines quand ils ont vu justement que la République n'assurait pas l'ordre et que c'était l'anarchie généralisée qui commençait à poindre en Espagne. Alors, donc, 31, Alphonse XIII prend peur, on peut dire. Et il part en exil. Parce qu'il y a eu déjà des précédents en matière révolutionnaire. Nicolas II, Louis XVI. En Russie, notamment. Il part en exil en Italie. Il va se retrouver. En France d'abord, puis en Italie ensuite. Il va se retrouver à Rome ensuite. Que se passe-t-il à ce moment-là? Comment se présente le rapport des forces politiques? Quels sont les principaux acteurs qui vont c'est la gauche qui domine. Dominer le jeu politique. La gauche apparemment modérée, je dis bien apparemment modérée, qui domine. C'est-à-dire elle gagne les élections législatives de juin 1931 dans les grandes largeurs. Le PSOE est le premier parti au Cortés, mais il est encore modéré. Ça ne va pas durer, mais il est encore modéré. Le PSOE qui est dirigé à l'époque par l'un des leaders, c'est Largo Caballero. Et également Prieto. Bon, mais Largo Caballero qui va gagner ensuite son surnom de Lénine espagnol. Le Lénine espagnol. Mais ça viendra plus tard. Qui nous donne une autre couleur. Vers 1933. Ça, en réalité, à cette époque-là, un nom domine, c'est Manuel Azaña, qui est un grand bourgeois, polyglotte, docteur en littérature, en philosophie, enfin un très grand intellectuel, mais qui en réalité va se laisser dominer par les révolutionnaires d'une part, et puis surtout c'est un extrémiste. C'est un extrémiste. Il avait notamment prononcé une phrase que j'ai relue ce week-end. Il a dit: en premier lieu, la Constitution, la République, ensuite la Constitution, et enfin, au-dessus, la Révolution. Déjà en 1932, il dit ça, la Révolution, au-dessus de la République, au-dessus de la Constitution. Azaña qui était un franc-maçon. Un franc-maçon de très haut grade. Anticlérical. Très anticlérical. Il va d'ailleurs promouvoir... Alors la gauche va promouvoir une Constitution qui va être votée par les Cortés en décembre 1931. C'est une constitution hyper anticléricale, complètement contre les propriétaires fonciers puisqu'elle permet des expropriations et qui va également essayer de faire en sorte que l'armée soit laminée petit à petit. C'est ce qui va faire en sorte que beaucoup de militaires, beaucoup de généraux vont commencer à devenir anti-républicains. Alors cette Espagne de 1931 se retrouve un petit peu sans que rien n'ait été préparé pour cela,
entre les mains d'une classe politique nouvelle, donc qui appartient à cette gauche républicaine, anticléricale, etc. Et quelles sont les réactions du camp d'en face? Parce qu'il y a un camp d'en face, il y a aussi une Espagne au début, catholique. Le camp d'en face est complètement atomisé. Oui. Il y a bien quelques monarchistes et quelques conservateurs qui essayent de réagir, mais ils sont très peu nombreux. D'ailleurs, lorsque Sanjurjo fait son coup d'État, entre guillemets, qui va durer 2 jours, en août 1932, il va être très peu suivi, quasiment pas suivi. Et donc, ça va échouer tout de suite. Donc, la droite, les conservateurs, les libéraux, les républicains modérés font profil bas. Et puis, compte tenu que le gouvernement va de plus en plus se mettre à dos une partie de plus en plus importante de la population, il y a la lutte contre l'Église, la lutte contre l'armée, la réforme agraire qui est un désastre. On nous dit que c'est formidable tout ça, mais c'est un vrai désastre. D'ailleurs, un historien comme Bartholomé Benassar, qui était plutôt de gauche, dira que les 2 années où les centres ont gouverné l'Espagne en 1933 et en 33, 34, 35, ont fait plus pour la réforme agraire que les gauches en 31, 32. Et puis notamment, vous avez la tuerie de Casas Vieras, qui va mettre en janvier 1933, qui va mettre à dos une bonne partie de la population contre les gauches. Donc les gauches se font laminer aux élections législatives de 1933, puisque Alcalá Zamora avait dissous les Cortes quelques semaines auparavant. Elles vont se faire laminer. Le PSOE va passer de premier parti au Cortes, 3e parti du Cortes. Et c'est la droite qui gagne. Mais la droite ne va pas pouvoir gouverner. Alcalá Zamora va lui interdire l'accès au gouvernement. Il va lui interdire la direction du gouvernement, alors que la Constitution l'obligeait à nommer le représentant le plus important des Cortes, puisque la Constitution prévoyait que obligatoirement, le chef de l'opposition qui gagnait les élections devait avoir l'accord des Cortes. Donc, il n'a jamais pu l'avoir puisqu'il n'a jamais été nommé. Et le président de la République va même refuser à la droite des ministres. La droite n'aura aucun ministre avant octobre 1934. Alors qu'elle a gagné les élections. Alors qu'elle a largement gagné les élections, puisque les droites, si on prend toutes les droites réunies, il y a 204 sièges, elles ont 204 ou 207 sièges au Cortes, alors que la majorité absolue est de à peu près 196, je crois, quelque chose comme ça. Et alors là, la droite, à l'époque, elle est représentée surtout par la CEDA. Par la CEDA, qui est un rassemblement des droites, qui a été créé au début de l'année 1933 par José María Gil Robles. Et l'un des leaders également, c'est Calvo Sotelo, le malheureux Calvo Sotelo, qui va être trucidé, si vous me permettez l'expression, en juillet 1936. Le 13 juillet, oui. Et alors cette confédération espagnole des droites autonomes, la CEDA de Gil Robles, finalement, elle n'est pas vraiment préparée, équipée pour faire face à la situation explosive. D'ailleurs, elle est pas au pouvoir. Que connaît le pays. En plus, elle n'est pas au pouvoir. On ne lui reconnaît pas l'accès au pouvoir, ce qui aurait dû être le résultat du bilan électoral. Ce qu'il faut bien savoir, les téléspectateurs doivent le savoir, c'est que jamais la droite, qui a gagné les élections, n'a pu gouverner l'Espagne. Et alors, de ce fait... Ce sont les centristes, en fait, Alejandro Lerroux, et après Ricardo Samper, qui était une nullité, ce sont eux qui étaient les chefs du gouvernement pendant ces 2 années où la gauche n'était plus au pouvoir. Et alors, pendant ce temps-là aussi, on constate une radicalisation des 2 camps, avec à droite la naissance de la Phalange. Oui, mais la Phalange... de José Antonio Primo de Rivera, mais qui est encore une force La Phalange, dans cette histoire, jusqu'en 1936, joue un rôle très mineur. 0,7% des voix en 1936. C'est pas une force électorale. Non. En fait, le point clé, c'est ce qu'on a appelé, les historiens sérieux ont appelé la bolchevisation du Parti socialiste. Voilà, le Parti socialiste, à partir de 1932, et surtout à partir de début 1933, sentant qu'il va perdre les manettes, il va se radicaliser et petit à petit, les leaders extrémistes du PSOE vont prendre le dessus sur les leaders modérés. Largo Caballero va prendre le dessus sur quelqu'un comme Bestiero, par exemple, qui était beaucoup plus modéré. Et Bestiero dira d'ailleurs c'est une folie. Ce qui arrive au Parti socialiste est une folie. Il le déclarera absolument. Même plus tard, Indalecio Prieto lui-même sera très critique vis-à-vis de tout
toute cette évolution. Exactement. Et donc le Parti socialiste, qui est un parti de gouvernement, qui est un parti de masse, qui est un parti qui a créé les institutions, qui a participé à la création des institutions de la Seconde République, en fait, va les détruire. C'est pour ça que je parle du républicanisme au totalitarisme, parce que petit à petit, les personnalités de gauche qui ont créé les institutions républicaines vont vouloir les détruire, les supprimer, les abattre. C'est ça. Et puis ils vont composer aussi avec toutes les franges extrémistes à gauche qui se sont développées sur ce terreau d'instabilité. Notamment les anarchistes qui sont très puissants. L'Espagne, c'est le pays où l'anarchisme est le plus puissant. Exactement. Avec la faille et la... C'est le sujet de mon prochain livre d'ailleurs. Ouais. Et puis il va y avoir l'épisode des Asturies, octobre 1934, parce que justement en octobre 1934, Zamora, le président de la République, accepte du bout des lèvres de nommer 3 ministres de la CEDA. Et à ce moment-là, les gauches disent, nous, on fait la révolution. Mais cette révolution avait été anticipée, parce que c'est pas une révolution qui a éclaté comme ça, comme un orage dans le ciel d'été, pas du tout. Les Asturies en 34, depuis 32, on la prépare. On achète des armes de contrebande. Azania est d'accord, Prieto en achète. Et on les cache partout. Et on fait un pacte, en mars 1934, on fait un pacte entre les anarchistes, les trotskistes, les socialistes extrémistes, pas encore les communistes, parce que les communistes n'ont pas l'ordre de Moscou. Oui, mais, et puis du moment qu'il y a des trotskistes et des anarchistes, ils ne sont pas très chauds. Il n'y a pas d'entente possible. En octobre 1934, il va y avoir c'est le début de la guerre civile, c'est ce que je dis c'est ce que j'explique dans mon bouquin, c'est le début de la guerre civile. D'ailleurs, Pio Moa est d'accord, puisqu'il dit c'est le prélude de la guerre civile. Et l'Espagne va être à feu et à sang, on va attaquer dans toute l'Espagne. Les Asturies, ça marche plus longtemps, ça dure 15 jours, mais toute l'Espagne va être confrontée à des mouvements insurrectionnels. Exactement, armés. Et donc ce sont les gauches qui vont commencer la guerre d'Espagne par cette affaire-là d'octobre 1934. C'est ça, 2 ans avant le golpe et le coup d'État de 1936, il y a fait un coup d'État contre la Constitution, contre le résultat des élections, contre le gouvernement, et en fait, aux Asturies. Le mouvement de juillet 1936 ne sera que la réponse obligée et nécessaire aux troubles, mais alors là c'était pire que tout, à l'anarchie totalement généralisée. Les élections de février 1936 ont encore aggravé tout. Oui, alors, justement, j'explique dans mon livre, et notamment grâce à un bouquin qui est sorti en Espagne en 2017 de 2 historiens espagnols qui n'est malheureusement pas traduit en français, mais qui expliquent très bien que les élections de février 1936 ont été frauduleusement décisive, c'est-à-dire qu'ils expliquent qu'il y a eu, comme l'Espagne n'était plus gouvernée pendant cette période-là, puisque le chef du gouvernement avait démissionné en plein processus électoral, que les portes des prisons avaient été ouvertes par les anarchistes qui s'étaient répandus dans les rues après le 17 février 1936, il y a eu des fraudes mais massives qui ont conduit en fait à ce que ces élections ne soient pas régulières du tout. Et en plus, comme vous le savez, on a le gouvernement d'Azania, puisqu'Azania est revenu au pouvoir, a annulé plus d'une 30aine de sièges indûment. Donc ils expliquent très bien qu'en réalité, plus de 10% des Cortés avaient été élus frauduleusement. Et si on retire ces 10% élus frauduleusement, le Front populaire n'a plus la majorité absolue. Et ça change tout. Ça évidemment, change tout. Oui, évidemment. Et alors là, à partir de février 1936, il y a aussi une montée très rapide de la violence. Ah ben évidemment, puisque les gauches sont au pouvoir, Azania est revenu au pouvoir, et à ce moment-là, Azania laisse filer carrément. Ce sont les milices révolutionnaires qui font la loi complètement dans les rues. D'ailleurs, je cite des textes absolument hallucinants, notamment un journaliste de gauche, Gaziel, qui dit mais est-ce qu'on va avoir enfin un bon gouvernement Est-ce qu'on va avoir enfin un bon gouvernement en juin 1936 j'ai retrouvé, c'est pas dans le livre, mais ce sera dans le prochain, un article de Clara Campo Amor, qui était une avocate féministe qui a combattu pour le vote des femmes et qui était de gauche, qui dit mais à Madrid, c'est l'anarchie totale. Tout le monde, dans les cafés, personne ne paye, on sort les pistolets quand on vous demande une note, on tue les gens dans la rue, mais ça en mai 1936, 3 mois avant le début de la reprise des combats. Moi, j'appelle pas ça le début de la guerre civile d'ailleurs. J'appelle ça, pour moi, juillet 1936, c'est la reprise des combats. Les combats ont commencé en octobre 1934. Ils ont été il y a eu une suspension des armes. D'ailleurs, un des révolutionnaires, Berlino Thomas, le dit. Il le dit, on arrête provisoirement les combats,
puisqu'on n'a plus de munitions, on arrête provisoirement les combats, mais ils reprendront. Et ils vont reprendre en juillet 36. Donc en fait, juillet 36, c'est pas le début de la guerre civile pour moi, c'est la reprise des combats. La reprise d'une insurrection qui avait commencé deux ans auparavant. Et alors là, on bascule évidemment vers le drame de l'été 36 à partir de ce moment-là, et avec une surprise, c'est l'intervention d'un militaire, d'un homme tel que Franco, parce que Franco, c'est un républicain a priori qui inspirait confiance aux politiques républicains. C'est lui qui a été chargé de réprimer l'insurrection des Asturies. Et alors on l'écarte, on l'envoie aux Canaries parce que on a quand même quelques doutes, mais il n'a pas du tout le profil d'un général putschiste. Pas du tout. À 3 ou 4 reprises, il avait dit clairement qu'il n'interviendrait pas et qu'il ne voulait pas que l'armée intervienne. Oui. Il considérait que l'armée était dépositaire de la force de la nation et qu'elle devait obéir au gouvernement. Mais à ce moment-là, c'est plus possible, puisque notamment en juin 1936, il va écrire une lettre à Casares Quiroga, qui est galicien comme lui et qui est chef du gouvernement à l'époque, qui est un pleutre d'ailleurs parmi les pleutres, Casares Quiroga, et il va lui dire, le père de Maria Casares, et il va lui dire, mais si la République maintient l'ordre, moi je suis avec la République. Oui, bien sûr. Je pense qu'il n'était pas foncièrement républicain, mais il acceptait parfaitement... il était loyaliste. Exactement. Il acceptait parfaitement le régime républicain à condition que ce régime maintienne l'ordre, l'ordre public. C'est ça. Et d'ailleurs, on peut dire aussi, quand on voit le profil des acteurs de l'insurrection, Sanjurjo, lui, on a déjà vu en 1932, il avait fait une première tentative. Lui, il était un peu... C'était différent. Mola était un républicain. Le général Mola était un général républicain. Un général républicain, mais c'est lui qui va rallier les carlistes dans le Nord. Il va refuser que la monarchie soit absolue, que les carlistes réclamaient, soit à l'ordre du jour. Et d'ailleurs, Mola avait réprimé des putschs républicains dans les années 30. Et Queipo de Lagno, qui a conquis Séville en juillet 1936, et pour les nationaux, pour le mouvement national, il avait été en prison sous Primo de Rivera et il avait eu tous ses galons, tous ses plus gros galons sous le régime républicain. Et puis il y a un frère de Franco, Ramon Franco, qui était un extrémiste de gauche absolu. Lui, il avait même participé à une tentative de putsch à Raqqa en 1931, je crois, début 30. Fin 30, décembre 1930. Avant la proclamation de la Seconde République. Exactement. Donc, et il avait été... C'était un héros national d'ailleurs, parce qu'il avait traversé l'Atlantique avec un autre compagnon dont j'ai oublié le nom, et qui était un phalangiste d'ailleurs, je crois. C'est Ruiz de Alda. Oui, exact. Et après, en 1936, quand il a vu l'anarchie généralisée, il est devenu complètement nationaliste. C'est ça, tout à fait. Donc les choses ne sont pas aussi simples qu'on le prétend. Très compliqué. Qu'on le prétend souvent à propos de cette guerre d'Espagne. Et alors les choses vont se déclencher. Nous évoquions sa figure tout à l'heure, donc en juillet, avec notamment l'assassinat de Calvo Sotelo, qui avait été menacé directement au sein des Cortés par Dolores. À plusieurs reprises. Par Dolores Ibarruri, la fameuse Passionaria. Qui était. Cet homme a parlé pour la dernière fois, aurait-elle dit. Est-ce que c'est apocryphe? On ne sait pas, mais c'était bien dans le genre du personnage. Une des chefs de file du parti communiste, mais j'ai été un peu déçu après quand elle s'est retrouvée en URSS d'ailleurs. Elle et puis quelques autres. Elle a quand même eu l'ordre de Staline. Oui, mais je me souviens d'avoir rencontré il y a très longtemps maintenant El Campesino, qui avait été l'un des chefs républicains pendant la guerre civile, qui s'était retrouvé en Russie. Il avait réussi à filer et pour venir se réfugier en France, mais il n'avait pas trouvé que l'accueil des camarades était à la hauteur de ses espérances. Mais donc, juillet 36, il y a l'assassinat de Calvo Sotelo par c'est des guardias de asalto qui se sont chargés de l'assassinat, qui étaient donc des gens qui représentaient une police officielle quelque part. Ah, mais ils sont pas une milice. Non, pas du tout. Ils sont sortis de leur
caserne avec un bus de la caserne. Ils sont allés directement chez Calvo Sotelo. Ils l'ont pris devant sa femme et ses 4 enfants. Ils l'ont embarqué, ils l'ont tiré une balle dans la nuque et ils l'ont laissé comme un chien. Voilà. Et ils allaient tuer aussi Gilles Robles, mais Gilles Robles était à Biarritz. Il était visé aussi, mais il était parti. Et ils sont partis. Saint-Sébastien ou Biarritz, effectivement. Il était en France. Il était en France, me semble-t-il. Donc il a échappé de cette manière. Donc ça en dit long sur le climat général à l'époque, et on peut considérer que l'insurrection nationale du 18 juillet, à beaucoup d'égards, c'est une réaction de légitime défense. Complètement. D'une certaine Espagne, d'autant que les assassinats, il y en a eu plusieurs centaines. Depuis les élections de février 36. Notamment la Phalange qui a payé très cher. Voilà, qui a payé très cher. Et également, on voit se développer, dès que l'insurrection commence, des massacres se généraliser dans beaucoup de régions où les suspects de sympathie pour l'insurrection nationale sont systématiquement éliminés. Donc on pense au massacre de la Carcel Modelo à Madrid. Où ils ont mis le feu d'ailleurs à la prison pour faire croire que c'était cet incendie qui avait tué les gens qu'ils avaient assassinés. Et puis un peu plus tard, il y aura le massacre de Paracuellos de Jarama. Torreón de Ardos. Avec sous la direction de Santiago Carrillo. De Santiago Carrillo, qui sera ensuite le chef du PC espagnol, même après le franquisme. Donc un dossier, on le voit, extrêmement lourd. En tout cas, votre ouvrage présente le mérite de nous donner une vision des choses différente de ce que l'on entend ou de ce que l'on lit d'habitude. Je rappelle son titre, Les trahisons des gauches espagnoles, du républicanisme au totalitarisme, aux éditions du Alpha. Merci Michel Sestivi. C'est moi qui vous remercie.